à relever. Nous sommes longuement étalés sur les difficultés. C'est le lieu de parler des défis. Et tout à l'heure, nous avons reçu la dame juriste qui a fait l'étalage de tous les droits qui encadrent les secteurs d'activité et même liés aussi à la femme. Au niveau national, nous avons un ministère à charge de la question qui travaille en long et en large sur la question du genre. Donc il y a des rencontres au niveau national de manière quotidienne. Le premier point essentiellement porte sur les intérêts pratiques et les intérêts stratégiques. Les intérêts pratiques sont liés au quotidien de la femme. Ce sont nos activités quotidiennes. Mais la littérature nous renvoie que ce sont des intérêts de court terme et qui tirent leur sens d'un vieux paradigme, je pourrais dire, du triple rôle de la femme. Mais je voudrais quand même mettre l'accent sur le troisième point, les activités professionnelles. Il y a un paradoxe d'émancipation. Parce que quand les femmes accèdent à un poste de travail, elles y restent jusqu'à la retraite. Il n'y a plus d'ambition politique. Pourquoi? Parce que la femme, cela a été dit dans son éducation, n'a pas été formatée à ça. Des gens te disent, tu as eu petit travail, petit mari, petite maison, petite famille. Bon, c'est ça la femme. Ce qui concerne l'évolution de la femme politiquement parlant dans la société. C'est pour cela qu'il convient, pour ne pas dire le plus intéressant pour la femme, de pousser ses réflexions autour des intérêts stratégiques. Parce que tout ce jour-là, c'est autour de ces intérêts que la femme va connaître un développement au niveau de son statut social, un développement au niveau de ses droits en termes d'acquisition, un développement au niveau même salarial si elle est dans une carrière. Et c'est là que se trouvent, je pourrais dire, tous les soucis, parce que les tests même qui nous accompagnent très souvent ne jouent pas totalement en notre faveur. Donc il convient que les femmes elles-mêmes révisent tous ces points essentiels pour se prendre en charge, avec buter selon les contextes et selon les milieux. Donc il revient aux femmes de voir comment adopter cette approche pour faire bouger les lignes. Donc les femmes, en se coalisant déjà, doivent jouer sur les lois. Les lois en faveur des syndicats, les lois en faveur des regroupements, pour soutenir tous ces tests internationaux qui ont été communiqués, autour desquels notre État aussi a donné son accord. Il revient aux femmes vraiment de s'unir pour pouvoir faire exécuter cela. Ça permet aussi de promouvoir le leadership transformationnel. Qu'est-ce que nous appelons leadership transformationnel? Parce que c'est un combat que seule la femme ne peut pas porter. Il faut que les hommes s'impliquent entièrement. Les femmes à elles seules ne sont pas les seuls membres de la société. C'est une question sociale. Donc, hommes et femmes font partie des membres de la société. Évidemment, il faut que les hommes épaulent les femmes pour mener cette lutte. Le mentorat des auditrices est très important pour les nouvelles recrues dans les carrières. Il faut vraiment ce mentorat pour que déjà les esprits soient préparés à cela depuis la formation, pour que vraiment les attentes soient vraiment atteintes. C'est vrai que c'est un long combat, mais chaque génération doit pouvoir faire bouger les lignes. Ce n'est pas une panacée, un coup de baguette magique. C'est un lourd combat parce que ça va jusqu'à toucher même les racines de nos cultures. Donc chaque génération doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Le troisième point, nous abordons le triple dividende en termes de genre, en termes de santé, en termes économiques et sociaux. Qu'est-ce que nous voulons dire par là?
soutenir l'ascension des femmes au poste de direction. Alors, je vous ai dit que je revenais pour la conclusion. Je n'ai pas fait du rédactionnel. Je présente une petite image à réfléchir. Voilà. Parce que la question du genre, il faut que je revienne là-dessus, concerne la différenciation entre les hommes et les femmes, mais surtout la différenciation entre les majorités et les minorités. La femme est une majorité, mais c'est parce qu'elle est reléguée au second plan qu'elle pose un problème du genre. Mais quand je prends les albinos, c'est une minorité. Vous voyez, c'est une minorité qui est stigmatisée. La question du genre est plus large. Lorsque vous observez dans un village, dans une communauté, un groupe, une personne qui est mise à l'écart, c'est qu'il y a un problème de genre. Que faire? Il faut faire une analyse selon le genre pour déceler le problème et pouvoir faire face au problème. Alors, le genre aborde la question de l'égalité et de l'équité. Vous voyez que au niveau des supports, c'est au même niveau. Mais au finish, il y a toujours un qui est plus en avance. Alors qu'à la base, on voudrait qu'ils soient égaux. Or, l'équité voudrait que chacun reçoive en fonction de ses besoins. Donc, vous voyez la chaise, le plus grand n'a pas besoin de support. Le plus petit qui est à l'extrême droite a même pris 2 supports. Ça, c'est ça l'équité. Alors, on a fini. Je voudrais vous remercier. Tous pour le genre. Alors, c'est un monsieur qui a pris son sac. C'est pas pour chasser les hommes. Le genre, c'est pas une révolution, mais faire prendre conscience aux hommes que nous devons être tous pour le genre. Merci. Merci beaucoup, Grande sœur, professeur Tanga, et toutes les autres professeurs. Les premières observations, c'est que l'impression que ça donne, c'est que le thème genre serait synonyme de discrimination. Parce que ce qu'on a toujours cru, c'est qu'on parlait de genre masculin, de genre féminin. Mais apparemment, bon, c'est beaucoup plus large. Ça, moi, je n'avais pas du tout connaissance de cette notion. Pour Dr Collet, j'ai également bien apprécié tout ce qu'elle a fait. C'était très bien fouillé. Bonjour, chers tous. Bonjour, madame la professeure. Bonjour, conférencier. Bon, ma question, c'est au niveau des statistiques. Je voudrais savoir, je n'ai pas bien compris, s'il s'agit des enseignants ou tout le monde. Parce que vous avez parlé de la médecine, et la pharmacie, le vétérinaire, etc. Mais le nombre que vous avez fait sortir, les chiffres que vous avez fait ressortir, bon, je trouve ça infini. Donc, je ne sais pas s'il s'agit des enseignants ou si c'est le corps même. Et puis ma deuxième préoccupation, je voudrais savoir, bon, peut-être que quand je suis arrivée par retard, si vous avez parlé du rôle de la religion dans l'identité du genre. Merci, je voudrais parce que il y a des variables qui sont très sensibles. Donc on n'a pas fait une analyse différentielle. Vous voyez. La première question, ce sont les enseignants-chercheurs. Je ne vais pas impliquer les PAT, je ne suis même pas venue à l'école de sage-femme, des infirmiers ici. Je voudrais bien, mais je me suis limitée aux enseignants et aux enseignants-chercheurs et aux vétérinaires. Ceux de la médecine vétérinaire. Là, j'ai dit en pharmacie, il y a plus d'enseignants
hommes que de dames. Mais ces derniers temps, par rapport aux étudiants, on m'a dit qu'il y a à peu près 60% des étudiants contre 40%. Mais ça a vérifié. C'est cela que j'ai dit en riant. Hein. C'est pas parce que les filles, elles sont assidues. Vous voyez. Donc, je ne peux pas conclure. Il y a moi-même, quand je fais le cours, c'est des filles. Bon, ici, je vais poser une question au directeur. Quel est le ratio, quel est le rapport? Parce que là, la salle est bourrée de femmes. Est-ce que... Hein, donc, s'il y a plus de femmes que d'hommes, il se pose un problème de genre. La minorité, c'est qui? Ce sont les hommes. Voilà, ce sont les hommes. Pendant longtemps, on a parlé de minorité, du genre positif. Vous savez, on l'a dit. Dès que il y a, parce que si les hommes sont en infime quantité, ça peut poser d'autres types de problèmes dans la prise des décisions, dans la planification, voilà, ça peut poser des problèmes. Et donc, il y a tous les noms dedans, par souci de rendu. Il y a néanmoins, j'ai Loum et Boum, qui est la première femme à diriger l'hôpital La Quintine de Douala, qui a été créé en 1931. Et donc, j'ai eu aussi à voir professeur Badiane Kone, qui est la première gynécologue du Burkina qui est à la retraite. Donc, il est la présidente du Libéria, et Hélène Johnson. Et au Nigeria aussi, en 2014, on a eu Bing Pago, qui est Girl Artist, qui a attiré l'attention sur les lycéens. Je vais revenir là-dessus pour dire que le souci, c'est l'Afrique, mais l'Afrique n'est pas seule sur cette planète. La planète est une humanité partagée. Merci. Je vous demande de patienter. Moi, je pense qu'on a des talents cachés dans le CHU. Au fur et à mesure des cérémonies, on va découvrir. Donc, on va souvent utiliser docteur au premier service de communication avec Mme Dumondé. On ne peut pas vous laisser. Donc, chères dames du CDS, chères dames du CHU de 13 000, comme a dit le docteur Diaby, pour vous soutenir pour cette action brillante, cette action qui va dans les lignes de la République de Côte d'Ivoire, parce que vous savez, le docteur Diaby travaille avec le président de la République, qui pense beaucoup au bien-être des femmes, pour vous soutenir. J'avais entendu ça de Doug Saga. Il disait sagacité. Il s'est trouvé que sagacité, c'est être de bonne humeur. Vraiment, merci beaucoup, Patrick. Donc, du cœur. Madame, le choix est ouvert. Docteur Kone, je voulais, avant de poser ma question, relever une chose, c'est que un des éléments dont le CEDRES est le plus fier, on est fier de beaucoup de choses, mais un des éléments dont on est le plus fier, c'est notre accréditation. Merci à toutes les autorités ici présentes, à tous les participants, et merci à toutes les panélistes. C'est la journée des dames, je me rends compte que toutes les panélistes, y compris la dame de droit, tout le monde était des femmes. Voilà. Ma question porte sur les exigences de la qualité du travail, font finalement que les contraintes pour le personnel semblent être beaucoup plus importantes. Donc, je souhaiterais avoir un peu plus de détails, un peu plus d'illustrations pour aider éventuellement si cet aspect peut nous aider à améliorer aussi la qualité du travail au CEDRES. Par rapport au processus de socialisation, c'est plus le concept d'acteur que de facteur que nous avons utilisé. Le processus de socialisation
est le processus d'éducation de tout un chacun. Nous évoluons dans un environnement. Au niveau primaire, ce sont les parents, la famille, la communauté. Hein? Parce qu'on est en Afrique, hein? L'enfant est éduqué par la communauté. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs. On le regrette, nous qui sommes ici, en ville. Et l'école. L'école, qu'elle soit formelle ou informelle. Et puis, en second lieu, au niveau de la socialisation secondaire, il y a les amis qu'on appelle pairs, parce qu'on considère que l'enfant commence à sortir, à voir d'autres choses dehors, et d'autres choses malheureusement qui peuvent induire des comportements déviationnistes. Mais c'est le processus de socialisation, hein. On apprend, on a des expériences dehors. Mais de nos jours, on fait très attention. Et puis, il y a les médias. Les médias, surtout avec la génération digitale, les médias même sont plus dans le processus de la socialisation. À telle enseigne que certains auteurs parlent du processus à l'inverse, parce que les jeunes éduquent les parents par rapport aux médias. Vous êtes là, c'est eux qui savent utiliser tout ce que vous aviez comme iPhone, iPad, télévision, tout. Quand vous venez, cette chaîne-là, et puis on va dire, non, papa, ça est là, vous êtes surpris. Mais il vous éduque, hein? Il vous montre que vous aviez telle ou telle fonction. Et enfin, le troisième type de socialisation qu'on appelle tertiaire, c'est dans l'environnement socio-professionnel. Parce que dans l'environnement socio-professionnel aussi, le métier, les collègues façonnent notre processus de socialisation. Donc il peut y avoir même un gap entre la socialisation primaire et la socialisation professionnelle. Alors, quel est l'objectif du genre? Le genre voudrait que, l'approche genre voudrait que les différences soient minimisées, hein, parce que les différences ne peuvent pas disparaître. Moi, je ne sais même pas comment on m'impuler. J'ai dit, ça c'est des choses d'homme. Vous voyez, l'office, mais le jour où ça va me prendre quelque part en brousse, je serai obligée de le faire. Donc j'ai été formatée par rapport à ça, puisque c'est les hommes qui ont toujours fait. Mais je vous ai parlé de l'histoire du genre. Quand les hommes sont allés en guerre, ce sont les femmes qui sont allées pêcher. Ce sont les femmes qui ont guidé les prières. Ce sont les femmes tout autour. C'est pour ça qu'on dit que c'est socialement construit. Et c'est reversible en fonction des situations, des circonstances. Donc vraiment, l'objectif premier, c'est de minimiser ces écarts-là entre les minorités quantitatives ou qualitatives et les majorités quantitatives ou qualitatives. Je vous ai expliqué un peu le concept de minorité quantitative et qualitative. Merci. À encadrer ceux qui sont des minorités afin qu'elles voient des visions stratégiques. Vision stratégique pour voir l'autre. La différenciation homme-femme. Je me rends compte que la question du genre va un peu plus loin.